Merci Carlos. Bon, déjà, ça venait de la pression là. Surtout que je fais la doublure là. Je devais pas animer normalement, mais c'est avec plaisir parce que j'ai travaillé bien sûr avec les panélistes. Ça, déjà, l'introduction de cette rencontre, ça augurait bien pour aujourd'hui. Donc je vous remercie. Puis je vais donc appeler les personnes à venir se joindre à moi sur la scène. Je vais appeler Madame Danielle Bouet pour le Conseil interprofessionnel du Québec. En même temps, je vais faire un peu la bio de Madame Bouet. Madame Danielle Bouet est une technologue en imagerie médicale émérite, reconnue pour son expertise dans le domaine du radiodiagnostic. Très tôt dans sa carrière, elle se joint à l'équipe enseignante du département d'imagerie médicale du Cégep de Sainte-Foy, où elle occupe successivement les fonctions d'enseignante, de superviseur de stage, de coordonnatrice de programme et de responsable des stages, et ce jusqu'en 2020. Titulaire d'un bac en enseignement professionnel et technique de l'Université Laval, ainsi que d'un certificat en gouvernance de société du Collège des administrateurs de société. Elle se distingue par sa curiosité intellectuelle, sa rigueur et sa passion pour le développement des personnes et des organisations. Son leadership et son engagement ont marqué sa profession, le milieu collégial et le milieu professionnel, ainsi que le système professionnel québécois. De 2009 à 2019, elle a présidé l'Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec, contribuant à faire progresser la profession dans un contexte en constante évolution. Active au sein du Conseil interprofessionnel du Québec depuis plus d'une décennie, elle siège à son comité exécutif depuis 2012 et en assure la présidence depuis mai 2022. Merci. Je vous laisse comme la possibilité d'applaudir si vous le voulez. Je ne connais pas les conventions. Mais on est dans une période où on se félicite et merci beaucoup Madame Bouet d'avoir accepté l'invitation. J'inviterai maintenant Madame Mélanie Malenfant pour la Commission de la construction du Québec. Mélanie Malenfant occupe depuis janvier 2026 le poste de vice-présidente communication, stratégie et innovation à la Commission de la construction du Québec. Forte de plus de 10 années à la CCQ, elle occupe les rôles de directrice, donc analyse stratégique et diversité, puis gestionnaire principal. Affaires publiques et médias, apportant une connaissance approfondie des réalités de l'industrie et des parties prenantes. En 2008 et 2015, elle a travaillé au SQEES 298 en communication, relations publiques et gestion de campagne syndicale et auparavant au ministère des Finances et de l'Économie du Québec comme directrice adjointe et attachée de presse. Son leadership structuré, sa vision stratégique et son expertise dans la transformation technologique et organisationnelle, notamment le chantier numérique, font d'elle une porteuse de changement reconnue. Merci pour votre présence. Merci à vous. Merci. Madame Drewitt a déjà eu une petite présentation ce matin, mais pour les gens qui nous rejoignent en ligne, je vais faire quand même un petit mot d'introduction pour Madame Amélie Drewitt. Donc, elle est directrice générale des politiques et programmes d'immigration et de la reconnaissance des compétences depuis 2023. À ce titre, elle a notamment comme mandat et responsabilité la planification pluriannuelle de l'immigration et les plans annuels d'immigration, les politiques et programmes d'immigration permanente, donc économique, humanitaire et regroupement familial, et temporaire, étudiants étrangers et travailleurs étrangers temporaires, la reconnaissance des compétences des personnes immigrantes. Et enfin, je vais... excusez-moi, une petite main d'applaudissement pour... Enfin, je vais appeler Monsieur André Gariepi. Donc, Monsieur Gariepi est le commissaire à l'admission aux professions au Québec depuis l'origine de la commission, je pense bien, ça fait bientôt 16 ans. Il possède près de 30 ans d'expérience en réglementation professionnelle et en mobilité. Il a participé à plusieurs réformes et a siégé à de nombreux comités et groupes de travail gouvernementaux sur la réglementation professionnelle, la reconnaissance des qualifications et l'intégration des migrants. Monsieur Gariepi a agi comme expert auprès de l'OMS, de l'OCDE et d'autres organisations internationales sur la réglementation professionnelle, la mobilité et la reconnaissance des qualifications. Il est membre du comité directeur du cadre pan-canadien d'assurance de la qualité pour l'évaluation des diplômes internationaux. Monsieur Gariepi est diplômé en économie et en droit. Il est membre du barreau du Québec et membre fellow de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec. Il détient la certification universitaire d'administrateur de société certifié. En tant que commissaire, il exerce une surveillance spécialisée et indépendante des acteurs et processus en matière d'admission aux professions, y compris la reconnaissance des qualifications. Merci pour votre présence.
Donc beaucoup de questions, c'est pour ça là, ils ont bien fait de mettre la montre en face, je vais pouvoir voir aussi le temps, mais je pense qu'il devait s'afficher aussi en bas. Voilà, ça va m'aider. En tout cas, c'est ça. Donc, un gros dossier, les enjeux et admission aux professions. Et puis, comme l'a dit en introduction Carlos tout à l'heure, c'est sûr que l'exercice de faire une revue de littérature nous a vite paru un peu dépassé parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces dernières années autour de l'admission aux professions. Et puis, c'était l'occasion de faire un peu le point où on en était rendu et ce qui avait évolué. Et donc, dans la première question, en tout cas, quand on l'a entendu ce matin à plusieurs occasions, il y a eu du développement de l'expertise autour de la reconnaissance des compétences, de l'admission aux professions, métiers réglementés. Selon vous, qu'est-ce qui a motivé cette évolution? Est-ce que c'est parce que les professions doivent de plus en plus encadrer leurs pratiques, ou bien des demandes provenant des candidats à l'immigration, ou encore des changements réglementaires de la loi sur l'immigration? Donc peut-être en guise d'introduction et d'historique, je vais laisser la parole à Maître Gariepi. Pour vous, Maître, qu'est-ce qu'il y a sur ces 16 dernières années? Qu'est-ce qui a été marquant? Est-ce qu'il y a eu des tournants, des changements qui ont marqué là où on en est aujourd'hui quand on parle de réglementation des professions et métiers réglementés? Je pense qu'il y a avant tout une prise de conscience collective. Je pense que comme société, là, on ne pouvait plus faire sa petite affaire en faisant abstraction de cette richesse, de cette mine démographique dont on peut extraire des compétences, mais aussi des nouveaux voisins, des nouveaux amis, donc des nouveaux citoyens pour développer le Québec. Aussi, je dois dire, il y a aussi une nouvelle génération de personnes qui ont investi certains lieux d'action, de pouvoir institutionnel. Et il y a comme... je ne peux pas dire parce que j'en fais partie, que les gens de la génération précédente n'étaient pas ouverts ou quoi que ce soit, mais c'est parce qu'on était encore en possibilité de continuer ce qu'on a toujours fait. Mais là, la réalité est venue nous confronter, donc, les nouvelles générations de responsables au sein des ordres professionnels, qu'ils soient des responsables à la tête des ordres ou dans les responsabilités d'admission, ont amené une nouvelle dynamique, une nouvelle réalité, un nouvel esprit. Bien entendu, le langage gouvernemental a finalement du souhait, de l'idéal esthétique et éthique est arrivé. Ben là, c'est une nécessité. Puis là, le gouvernement va mettre son poids là-dessus pour que ça bouge. Beaucoup de groupes de travail où on a... Puis je pense que j'ai participé à tous les 30 groupes de travail dans les 30 dernières années sur cette question-là. Mais j'ai vu le changement aussi. À un moment donné, on était plus concret. À un moment donné, on était plus engagé. Et il y a eu une impulsion politique à quelques moments qui a fait en sorte qu'on a pu avancer. Donc, c'est l'évolution d'une société presque normale. Le phénomène est là. Ça prend du temps avant de s'imprégner chez les acteurs et les décideurs. Puis à un moment donné, on est là. Et puis, on travaille. Et puis, les nouvelles personnes ont amené ce nouvel esprit et qui porte un peu plus vers l'avenir. Moi, j'ai toujours dit, le jour où on va se débarrasser de moi, je vais être bien content. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de problème. Bon. Merci pour cette réponse. Donc, effectivement, là, s'il y a d'autres personnes, je vais en interviewer, bien sûr, mais si entre vous, vous avez la possibilité d'ajouter un mot, me faire un petit signe, ça me fera plaisir de vous donner la parole. Madame Boué. Oui, bien sûr. Écoutez, d'abord, je pense que c'est important de dire que le Conseil interprofessionnel regroupe les 46 ordres au Québec, ces 46 organisations-là encadrent 55 professions réglementées, donc c'est quand même beaucoup de volume. Et il y a une dizaine d'années maintenant que le CIQ s'est impliqué dans le dossier de l'immigration, bien sûr avec la hausse des seuils, le besoin aussi là, d'avoir des... et le constat entre nous que, c'était pas simple. C'est toujours pas simple, mais on cherche à s'améliorer constamment. Et il y a eu des travaux de la part du CIQ pour suivre le parcours des personnes immigrantes puis comprendre où étaient les difficultés principales, comment cette personne-là devait traverser, puis quelles étaient les nouvelles façons qu'on devait mettre en place. Parce que, bien sûr, la hausse du nombre de candidatures ou de demandes de reconnaissance, d'équivalence de diplôme ou de formation avait un impact sur le travail des ordres. Donc, il fallait mieux structurer les processus, actualiser les processus. Le CIQ tente puis travaille toujours
avec son forum de l'admission pour qu'il y ait aussi une équité pour le parcours des personnes qui frappent à la porte de l'ordre 1 ou de l'ordre 46. Donc, ça, pour nous, c'est important sur cette notion-là. Donc, les enjeux de protection du public, c'est toujours le mandat des ordres. Donc, la mission première d'un ordre, c'est s'assurer de la protection du public, mais le processus de reconnaissance doit se faire dans ce respect-là, mais aussi pour faciliter l'accueil des nouveaux talents au Québec. Donc, voilà, ce sont les éléments qui ont fait en sorte que le système professionnel travaille beaucoup depuis une dizaine d'années à améliorer ces processus. Parfait. Merci, Mme Bouy. Mme Malenfant? Bien, j'aimerais peut-être compléter parce que c'est très intéressant ce qui a été dit. Moi, je représente la Commission de la construction, puis dans l'industrie de la construction, le besoin de se donner des politiques d'inclusion est quand même est une prise de conscience sur l'historique de l'industrie qu'on va dire assez récente quand même. Puis on a eu une expérimentation importante dans les dernières années avec l'intégration des femmes, avec un programme d'accès à l'égalité pour les femmes dans l'industrie de la construction. Puis ça a été un peu notre laboratoire d'innovation, puis on est loin d'être rendu à nos objectifs. Là, on est aux alentours de entre 3 et 4 % de femmes présentement qui sont actives dans les métiers de la construction. Mais je dirais que ça a été un terreau fertile pour élargir notre spectre d'intervention, mais c'est sûr aussi ce qui a aidé, puis je trouve ça quand même important de distinguer les deux questions, mais présentement, on est évidemment tout le monde touché par une pénurie de main-d'œuvre qui est importante, qui touche l'ensemble des métiers, dans l'ensemble des régions, mais aussi dans un contexte de l'industrie de la construction où le carnet de commandes est excessivement élevé, là, vous le savez, pénurie de logements, les enjeux énergétiques, etc. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous le comprenez bien. Mais c'était quand même important de dire qu'avant même qu'il y ait un besoin que je qualifierais d'économique à intégrer davantage de main-d'œuvre dans l'industrie, donc à diversifier nos sources de main-d'œuvre, il y avait quand même une prise de conscience que l'industrie de la construction doit appartenir à tout le monde, puis que tout le monde y a sa place. Fait qu'on c'est un peu, je vous dirais, on est présentement dans la conjonction de ces deux intérêts-là qui se regroupent présentement, puis ça nous donne un élan. Ça vient avec des défis, puis on va sûrement y revenir un peu plus tard, mais ça donne un élan quand même important sur ces questions-là pour l'industrie. Parfait. Merci, Mme Malenfant. Je vais poursuivre. Est-ce que Mme Drouit, c'est correct pour vous? Mais la prochaine, c'est sûr que je vais devoir vous interpeller. On se souviendra qu'il y a 10 ans, dans le cadre du PRTQ, les candidats à l'immigration d'un niveau bac et plus étaient très largement représentés au détriment des profils plutôt techniques ou encore professionnels. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un changement significatif du profil des candidats à l'immigration avec une profession réglementée? Et selon vous, qu'est-ce qui a motivé ce changement? Je m'adresse à Mme Drouit. Oui, je pense que je l'ai abordé un petit peu plus tôt dans la présentation. On voit là, que 40 % des invitations qu'on a faites jusqu'à maintenant sont dans les professions réglementées, qui incluent, lorsque la personne le souhaite, travailler à l'intérieur de l'industrie de la construction. Donc, on n'avait pas ces nombres-là dans le PRTQ, loin de là. Et l'autre élément bien important, c'est que quand on sélectionnait dans le cadre du PRTQ, la personne pouvait vouloir exercer une profession réglementée, mais on ne posait pas la question dans le cadre du processus de sélection. Et donc, on ne savait pas si elle pouvait réalistement exercer cette profession-là. Donc, c'est essentiellement ce qui a changé avec la venue du PSTQ. Et ce qui va changer, parce qu'on est tout au balbutiement, là, on débute tout juste les invitations, c'est la connaissance des candidats et de leur prescription. Donc, parce que, pour faire un petit clin d'œil à la question auparavant, c'est qu'est-ce qui a changé dans les dernières années? On dit tout le temps, la reconnaissance des compétences, c'est compliqué. Il y a une multitude d'acteurs. La personne se perd. Elle n'a pas le même profil que sa voisine. Comment lui offrir et comment l'ordre, l'immigration, l'éducation, les établissements d'enseignement se parlent? Bien, le PSTQ fournit une foule d'informations. Elle sait qui sont les candidats et elle sait quelles prescriptions et quel parcours elles devront suivre, ces personnes-là. Donc, je pense qu'on est au début d'un grand changement dans le cadre de ce programme. Parfait. Oui, maître. En fait, moi, ce que je trouve amusant, c'est que ça fait longtemps qu'on a diagnostiqué que le gros des emplois du futur vont être dans des professions professionnelles et techniques. Je me souviens, il y a une vingtaine d'années, je siégeais au Comité national des programmes d'enseignement professionnel et technique.
Et on avait les données de l'OCDE qui nous disaient que le Canada, le Québec, était en bas de la liste en termes de capacité de valorisation de la formation professionnelle et technique, alors que les 2 tiers des emplois à combler étaient dans ce domaine-là, alors qu'on était toujours dans un doctorat en histoire de l'art. Le ministère de l'Immigration va donner plein de points parce que c'est un doctorat. Alors, c'est sympathique, le doctorat en histoire de l'art. Je fais toujours cette blague-là parce qu'un ancien sous-ministre adjoint à l'Immigration avait une maîtrise en histoire de l'art. Alors, c'était ma blague toujours pour lui. Ceux qui s'en souviennent, c'est Jacques Robert. Alors, et donc, il y avait un décalage là, à telle enseigne que la société québécoise ne savait pas où étaient les vrais besoins. L'OCDE nous disait quelque chose, l'adéquation formation-emploi nous disait quelque chose, les ordres professionnels nous disaient quelque chose. Et à l'époque, j'avais présenté à l'Assemblée nationale un tableau pour telle profession, qui disait quoi? Le ministère du Travail, le ministère, le ministère sectoriel, par exemple en santé ou autre, l'ordre professionnel, et puis le ministère de l'Éducation avec son enquête sur où sont les gens après avoir été formés. Alors, et j'avais démontré qu'il y avait des décalages de perception et un chantier était mis en place au sein du gouvernement pour que nos données, notre planification des choses, soit qu'on forme plus de gens d'ici ou soit qu'on recrute et on sélectionne des immigrants dans les bons domaines, bien, ça s'est resserré un peu. Et je vous signale qu'en 2002, jusqu'en 2002, il y avait une liste de professions inadmissibles. Tu étais immigrant, si tu t'annonçais comme étant dans cette profession-là, c'est fini, ça s'arrête là. Alors, c'était la plupart du temps des professions à exercice exclusif. Et en 2002, je pense que c'est Robert Perrault qui a changé ça à l'époque. Il a dit, c'est fini. On enlève les professions inadmissibles. On est en train de se tirer dans le pied. Et il y avait juste les enseignants qui sont demeurés sur la liste des professions inadmissibles. On se tire encore un petit peu dans le pied. Et donc, il y a eu beaucoup de changements. Et ça fait en sorte qu'entre 95 et 98 ou 99, il y a eu une augmentation, jusqu'en 2002-2003, il y a eu une augmentation graduelle des demandes auprès des ordres professionnels. Et à l'époque, ça avait été calculé comme étant une augmentation de 500 % en quelques années. Alors, ça, là, le tsunami, là, il a commencé à débarquer. Et ça ne se dément pas depuis. Parce que, justement, on en veut, et on le dit qu'on en veut, on en sélectionne. Mais là, on a le défi de... Il faut les reconnaître et les intégrer. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait intervenir sur cette question? Bien, peut-être juste compléter pour dire que, du point de vue de la Commission de la construction, puis je ne sais pas si c'est vrai aussi pour les organismes, là, les gens qui représentent des organismes dans la salle, c'est quand même c'est quelque chose qui est quand même assez récent. Puis effectivement, ça vient avec cette pression où on cherche maintenant des profils qui vont être plus de niveau technique. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas une pénurie de main-d'œuvre qu'on a, c'est une pénurie de compétences. Fait que là, il faut mettre la compétence en avant. C'est d'abord ça notre défi. Mais ça met une énorme pression sur les organismes pour créer des alliances entre nous, pour vraiment s'assurer de moderniser nos approches, puis d'être capable de s'aligner entre nous sur nos offres de services, puis d'être capable de bien se compléter. La pression tombe vraiment sur les organisations de prendre cette... Je pense qu'on est en train de passer d'un modèle où la pression était sur les individus de se démêler un peu dans nos offres de services respectifs. Maintenant, c'est à nous de prendre ça puis de se questionner. Puis je salue la présentation là, de l'ordre du CRHA avant nous, parce que moi, ça me fait beaucoup réfléchir sur comment on se met à la place des gens qui nous interpellent dans leur parcours d'intégration, puis comment on s'assure d'être au bon endroit, tout en toujours protégeant nos missions. Puis une raison pour laquelle on est là, dans notre cas, c'est la sécurité du public, la sécurité de l'ouvrage bâti, dans une certaine notion de protection de l'emploi aussi. Fait que ça nécessite de très grandes réflexions dans les organisations, d'assurer l'adéquation de tous ces éléments-là en même temps, en collaboration avec les organismes qui nous entourent sur le spectre. Parfait. Merci. Je vois le temps qui avance et je voudrais arriver au bout de toutes les questions, mais c'est très intéressant, les informations. Non, c'est parfait. On est là pour ça, pour amener de l'information et comprendre. C'est ça. On a parlé, bien sûr, du PSTQ, le volet 3 notamment. Le candidat à l'immigration concerné par ce volet va devoir faire des démarches très en amont du processus d'immigration, à la fois pour entamer des démarches auprès de l'organisme de réglementation et pour obtenir une preuve de reconnaissance partielle ou complète de son équivalence de diplôme ou de formation. Qu'est-ce que
cela implique pour les organismes de réglementation qui deviennent des répondants qu'on va nommer de première ligne, directement impliqués dans un projet d'immigration, hein, c'est pas l'oublier, ça fait partie du processus et d'un projet d'immigration, d'un projet de vie, de famille, hein, la plupart du temps. Donc, qu'est-ce que ça implique pour ces organismes-là? Madame Malenfant, je vais vous donner la parole en premier lieu. Ça implique beaucoup de choses. Ça implique, d'abord, nous, on a été quand même, on a bénéficié de changements réglementaires qui sont arrivés assez récemment, qui sont venus un peu faciliter le parcours d'intégration des personnes immigrantes, ce qui nous a permis de commencer aussi à regarder des dossiers à partir de l'étranger. Mais de l'interne, évidemment, ça met beaucoup de pression sur nos processus d'affaires. Là, vous avez vu, je m'occupe de transformation de projet aussi, mais ça implique de regarder, ça peut avoir l'air absurde là, comme ça, mais de commencer à étudier des pièces numériques, là, de numériser, ça nécessitait quand même un changement dans l'approche qui est important. Fait que de regarder nos processus d'affaires, de s'assurer d'être au bon niveau. On a, comme je vous dis, on a des changements réglementaires qui sont venus. Le parcours pour intégrer l'industrie de la construction, je vous dirais, il est compliqué même pour des gens qui sont nés là-dedans puis dont les parents sont des entrepreneurs en construction. Fait que c'est encore plus compliqué quand on est à l'étranger. Fait que la réglementation est venue nous aider. Mais j'amènerais aussi la dimension un peu plus sociale. On a aussi un travail à faire dans l'écosystème aussi de l'industrie de la construction pour s'assurer que l'industrie est un terreau fertile à l'accueil. On est dans un air du temps assez difficile à ce niveau-là, on va se le dire. Là, on sent des ressacs, on sent des reculs à plusieurs niveaux. Fait que ça nécessite, nous, comme organisme, on est passé d'un mode très réglementaire, d'appliquer une réglementation d'une manière assez formelle. On parlait de formalisme dans l'approche dans un point précédent. Je trouvais ça très intéressant. Et ça nous oblige à embrasser beaucoup plus notre aspect de concertation, de s'asseoir avec nos partenaires, d'avoir des discussions qui sont parfois difficiles. On a une nouvelle réglementation qui permet un accès peut-être plus prioritaire pour des gens qui se déclarent immigrants ou issus d'une minorité visible. Puis on le sent sur le terrain, ce ressac-là. Fait que en parallèle, il faut aussi s'assurer de mener les bonnes discussions dans nos écosystèmes pour que ça fonctionne, que ça atterrisse, puis que nos partenaires soient équipés pour répondre à ces phénomènes-là. Fait que c'est beaucoup de choses en même temps qu'il faut mener en parallèle. Parfait, merci. Et pour le conseil interprofessionnel, je présume qu'on doit être dans des dimensions similaires. C'est un changement encore, un nouveau changement dans toute cette période de changement. Donc, il fallait pour les ordres s'assurer que les personnes parce que les ordres se retrouvent comme étant le premier répondant. Donc, pour faire toute l'analyse du dossier de l'équivalence de diplôme ou de formation. Et donc, les questions des personnes qui entrent dans le processus ne sont pas les mêmes. Donc, l'ordre se retrouve avec des questions supplémentaires auxquelles il n'était pas capable de répondre au départ. Bien, il n'y avait pas à le faire. Donc, il se retrouve avec ça. Bien sûr, on a peu de recul, là, encore, par rapport au nouveau programme. Donc, les impacts, on essaie de les évaluer, de les anticiper, mais ce n'est pas encore mesurable tout à fait. Mais c'est sûr qu'il y a un impact sur, encore une fois, la formation, la mise à jour des contenus. Et c'est là que le forum du CQ sur l'admission aux professions est très utile parce qu'on a accueilli beaucoup des gens du ministère, entre autres. Le commissaire est venu parler pour essayer que toutes ces personnes-là se retrouvent au même diapason pour être capable d'offrir le service aux personnes qui font des demandes. Peut-être un petit élément que j'aurais pu dire tout à l'heure, mais il faut bien être conscient que les ordres font surtout de la reconnaissance de formation. La reconnaissance de diplôme au Québec, pour nous, c'est bien difficile parce que déjà au départ, on a un niveau de formation qui s'appelle le niveau collégial, qui est bien différent de ce qui se fait à travers le monde. Donc, on est beaucoup dans l'équivalence de formation puis des prescriptions. Donc, il en sort de tout ça avec cette notion d'analyse de dossier, des prescriptions de formation. Et tout ça, c'est un travail d'équipe coordonnée, hein, pour qu'à l'autre bout, la personne puisse avoir accès à un permis d'exercice et donc exercer sa profession. C'est un travail d'équipe, là. Ouais. Puis, au sein de vos organismes, est-ce que, du coup, vous avez comme spécialisé des ressources? Ah oui, okay. Il faut. Bon, tantôt, on parlera de volume, là, mais j'aurai des chiffres pour vous. Mais oui, idéalement, il faut que ce soit des personnes qui ont été formées, qui sont dédiées. Les grandes organisations, parce que vous savez, au sein des 46, là, il y a un très grand ordre qui a plus de 85 000 membres et il y a des ordres qui ont quelques centaines de personnes. Donc, c'est de la géométrie très variable. Les moyens
qui peuvent être déployés pour ces dossiers-là? C'est une excellente question en passant. Je l'avais oublié, mais ces moyens-là sont très différents d'un ordre à l'autre. Donc, l'objectif du CQ, c'est d'essayer de faire profiter aux petites organisations qui, bon, heureusement ou malheureusement, ont moins de volume, bien sûr, là, ont moins de demandes annuellement. Mais quand ils en ont, justement, ils ont peu d'expertise. Donc, le dossier peut prendre plus de temps. Et pour s'assurer que c'est fait dans les règles de l'art, bien, ils doivent être accompagnés, ils doivent être suivis. On essaie de les soutenir du mieux qu'on peut. Mais oui, le volume, idéalement, c'est qu'il y ait vraiment des équipes formées, dédiées, des processus solides pour que les délais d'analyse soient rapides. Okay. Ouais, J'allais exact. dire. Pour la CCQ, c'est pareil, vous avez dû comme mettre en place des équipes? Oui. OK. Ah, ben on n'a pas terminé. On OK. n'a pas terminé. Là. On a encore des choses à faire pour la suite des choses, pour la reconnaissance des formations acquises à l'étranger, par exemple. Il faut comprendre que la Commission, on a encore 25 métiers réglementés dans l'industrie de la construction. Fait qu'imaginez-vous, là, c'est toujours l'image qu'on prend, mais 25 métiers, ces métiers-là sont enseignés ou occupés partout dans le monde, dans des réalités différentes. Donc, c'est sûr qu'on n'aura jamais terminé de devenir des experts dans la reconnaissance. On sait qu'on a encore beaucoup de travail à faire devant nous. Mais on a quand même, on a placé les premiers pas. On est content d'où on est rendu, mais on n'est pas satisfait d'où on est rendu. On sait qu'on a encore. Puis là, on essaie beaucoup de le travailler en cellule d'innovation. Puis c'est pour ça que c'est riche d'être ici ce matin et d'entendre les expériences des autres, parce qu'on est encore, nous, assez, je vous dirais, on est au début de notre courbe de maturité. On n'est pas à la fin, mais on est content d'où on est quand même. Parfait, merci. Ce qui m'amène à un commentaire. C'est vrai qu'avec la nouvelle approche, les personnes immigrantes ou qui ont ce projet en tête vont changer un peu de stratégie. On parle de choses le plus possible en amont pour avoir entamé la démarche auprès de l'ordre. Ça veut dire qu'il faut être prêt. Ça veut dire que la démarche d'admission à la profession, qui est le passe-partout pour l'intégration dans leur cas, va avoir un impact sur la volonté finale de la démarche d'immigration. Je ne veux pas la rendre obligatoire, parce qu'il ne faut pas faire comme l'Australie. Il fallait la décision positive de l'ordre pour être sélectionné. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Bien, l'intégration était fantastique parce qu'il y avait juste les gens qui avaient le profil parfait. Alors, l'exclusion se passait dans les ordres professionnels qui, eux, n'étaient pas surveillés en Australie. Alors, à un moment donné, on dit, wow, on va recalibrer ça. Alors, ce que ça va donner pour nous, c'est qu'on demeure quand même attractif. Ça veut dire que les programmes financés par le MIFI ou autres devront accepter que quelques-unes des personnes qui vont bénéficier de la formation d'appoint ou je ne sais quoi d'autre, parce qu'ils peuvent venir ici puis venir étudier 2-3 mois. Ça veut dire que ces personnes-là ne sont pas nécessairement des gens en démarche d'immigration. Or, vous financez d'habitude des gens qui sont en démarche d'immigration. Bien, quelquefois, il va peut-être y avoir des fuites. Il va falloir garder ça ouvert parce qu'on est peut-être en train d'être attractif en permettant à la personne d'aboutir plus aisément dans sa sélectionnabilité. Et donc, oui, il va falloir ouvrir quelquefois certains programmes qu'on finance à des personnes qui ne sont pas nécessairement en démarche d'immigration auprès du ministère, mais qui risquent de l'être pour justement augmenter leur attractivité pour être sélectionnés. Alors, il va y avoir de la stratégie là-dedans. Et je vous signale qu'au Québec, au Canada en général, parce qu'il y a une dimension constitutionnelle, on n'a pas besoin d'être citoyen, résident permanent pour avoir un permis d'un ordre professionnel. Alors, voilà. Oui, Mme Drouin. Peut-être, on s'est posé ces questions-là quand on a mis en place le programme. Et oui, d'exiger une reconnaissance complète, on a jugé que c'était impossible, trop sévère. On avait besoin de personnes immigrantes dans plusieurs de ces professions-là. Et de deux, les ordres nous l'ont dit, le pourcentage de refus total est assez bas dans les organismes. Je n'ai pas les données, mais le pourcentage de reconnaissance complète est aussi pas très élevé. Donc, on se situe dans des reconnaissances partielles, mais souvent, ces gens-là n'étaient pas reconnus. Le problème, c'était comment je fais pour l'obtenir, la reconnaissance complète, de faire ce qui me manque
Et là, c'est là que les gens pouvaient prendre des années, pas avoir les ressources financières nécessaires ou se perdre un petit peu dans l'offre. Donc, on est allé dans un juste milieu, mais c'est sûr qu'il va falloir être attentif non seulement à l'offre pour ces personnes-là, pour qu'ils atteignent leur... puis, le volume, bien sûr, ça va être une question à surveiller. Parfait, merci. Puis justement, là, on parlait de, si on veut, quelques chiffres. Est-ce que, des chiffres en tout cas, est-ce que les organismes de réglementation s'attendent à avoir comme une augmentation avec l'arrivée du PSTQ? Est-ce que vous avez comme estimé votre besoin ou est-ce que vous avez un ordre d'idée? Parce que là, vous dites, vous êtes pour la CCQ, vous êtes au début de vous mettre en place, vous organiser, mais si l'affluence est telle, est-ce que vous avez anticipé ça? Le besoin de main-d'œuvre, nous, on a commencé, en fait, depuis de nombreuses années, on quantifie le besoin anticipé de main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, qui est aux alentours de 17 000 personnes par année, ce qui est un besoin qui est énorme là, pour remplir. Puis ça pourrait aller en augmentant, évidemment, plus on annonce des projets, plus potentiellement le besoin augmente. Donc, oui, on anticipe que c'est des éléments qui vont aller en évolution. C'est la raison pour laquelle on veut déjà tout de suite se donner les bonnes manières, puis s'assurer d'avoir l'expertise, puis de maintenir l'expertise à l'interne aussi pour être capable de prendre ça. Mais c'est une nouvelle dimension dans notre offre de service là, qu'on est en train de développer. Parfait. Je vais poursuivre. Donc, l'autre aspect, c'est que certains candidats auront peut-être à suivre des formations d'appoint ou des stages complétés pour compléter leur processus de sélection et d'intégration. Peut-être, Maître Yariepi, je sais que vous avez fait dernièrement une recherche sur les stages, sur les stages pour inclure les programmes de formation d'appoint à l'attention des professionnels formés à l'étranger. J'ai vu ça dernièrement, là, j'en ai pris lecture, mais est-ce que vous pourriez donner quelques éléments ou faits saillants de cette étude que vous avez faite sur l'accès à des formations pour aller vers qui seraient des stages pour les formations d'appoint? Bien, généralement, pour ce qui est des stages, il y a deux éléments. Il y a l'accès au sens le plus apparent possible. Est-ce qu'il y en a? Et lorsqu'il y en a, est-ce qu'elle est bien organisée? On parlait tout à l'heure, Mme Péloquin parlait un format flexible pour permettre aux gens d'intégrer ça dans leur vie. Il faut que l'offre de formation d'appoint soit la plus flexible possible pour qu'une personne qui serait arrivée ici puisse intégrer ça dans sa vie, le soir, la fin de semaine et tout, selon les responsabilités familiales ou de leur survie ici, là. Alors, donc, il faut être le plus flexible possible. Et les établissements d'enseignement ont un peu de difficulté avec ça. Mais aussi, il faut que les gens soient en moyen de suivre ça personnellement en termes de ressources. Il y a des programmes de soutien, des programmes d'aide, mais il faut avoir une stratégie un petit peu plus apparente et intégrée autour de ça. Pour ce qui est de l'accès, on a des enjeux là, avec le milieu de l'éducation et ses règles d'admission à des programmes, à des ci, à des ça. On a fait quelques rapports sur certains programmes de qualification d'université dans certaines professions. C'était pas Jojo. On demande au milieu universitaire, d'ailleurs, de décoincer parce on encadre l'admission à ces programmes de qualification qui sont pour des professionnels formés à l'étranger, comme si c'était, comme je dis souvent, le TQ qui sort du cégep. Alors, c'est pas du tout adapté. Là, on nous dit, c'est un traitement égalité. Non, c'est pas l'égalité. Ça, c'est la stupidité sociale, là, qu'une institution qui se rend pas compte de sa responsabilité sur des enjeux autres que sa mission première de formation traditionnelle de tout un programme de bac, maîtrise ou je ne sais quoi. Alors, il va falloir être un petit peu plus flexible. Et c'est ce genre de difficultés-là qu'on pourra rencontrer. Mais aussi, quand on parle de stage, parce que là, je parlais surtout de la formation d'appoint, mais dans la formation d'appoint, il y a souvent des stages. Il y a les milieux de stage. Il faut préparer des milieux de stage à accueillir une clientèle diversifiée. Je pense qu'on a eu notre leçon avec les infirmières, les 1000 infirmières, là. Je pense qu'on a eu notre leçon. Il faut préparer les milieux de formation et les milieux de stage à accueillir une clientèle, surtout en région, puis je les accable pas. Il n'y a pas beaucoup d'immigration en région, alors il n'y a pas une habitude, il n'y a pas une aisance
présence, les relations interculturelles, c'est quelque chose d'assez spécial. On a eu quelques plaintes par le passé, et puis on voit bien que nos recommandations sont claires là-dessus. Il faut préparer les milieux de formation et les milieux de stage à accueillir une clientèle diversifiée, parce que ça ne fonctionne pas toujours. Et j'ajouterais un élément, la maîtrise de la langue française. Pour réussir un stage, si tu n'as pas déjà la maîtrise de la langue française, tu vas avoir de la difficulté. Les gens vont dire, il ne communique pas, donc il ne sait rien, il ne fait rien, puis il est gêné ou je ne sais pas quoi. En formation aussi, si tu n'es pas en mesure de suivre. Alors, on sait que la Charte de la langue française, depuis une cinquantaine d'années, avant la Charte elle-même, c'était une législation avant, au début des années 70, disait il faut détenir une connaissance appropriée de la langue française, et elle se démontre au moment où on délivre le permis. Et si on ne l'a pas, on se donne 4 ans avec un permis délivré de manière temporaire jusqu'à ce qu'on réussisse l'examen de l'OQLF. Le problème, c'est quand on doit maîtriser ou foncièrement maîtriser la langue française pour réussir les activités pour avoir son permis, que ce soit aller en formation, que ce soit réussir un examen, que ce soit aller en stage. Là, on a de la difficulté. Alors moi, j'avais proposé en 2016 qu'on se donne un pouvoir exceptionnel qui n'est pas une capacité de barrer la route aux gens, mais pour les aider à réussir, que l'on dise, regarde, on va devancer pour ton cas, étant donné ce que tu as à faire et la maîtrise en langue française qui est incontournable, devancer la démonstration de ta maîtrise ou l'apprentissage. Alors moi, je pousse beaucoup pour la francisation. Et en passant, ce type d'exigence-là, la Convention mondiale de l'UNESCO la reconnaît comme légitime. Si on veut réussir, parce qu'on lui demande de réussir des choses, si la maîtrise de la langue est une composante de cette réussite-là, donnons-lui les moyens, ne la balançons pas dans quelque chose dont on va être sûr qu'elle va échouer parce qu'elle ne maîtrise pas, et on le sait qu'elle ne maîtrise pas suffisamment la langue française. Donc, si on est cohérent comme société, il va falloir agir vite. Il va falloir agir en amont plutôt que d'entraîner les gens dans des réussites, des échecs plutôt, et successifs, dont un des éléments est justement la non-maîtrise suffisante de la langue française pour réussir ces stages et ces formations qui mènent au permis. Donc, il va falloir y aller. Là. Vous voyez que, dans le fond, là, c'est une automobile, là, on a plein de petites vis à resserrer. C'est une mise au point totale. Et je pense qu'il faut le faire de façon concertée. Donc, il faut un bon mécanicien à la tête du gouvernement pour gérer ça. Merci. On va revenir tout à l'heure sur la question de francisation, mais là, je voulais laisser la parole à Mme Bouy, justement, là, sur le sujet qu'on a présentement. Oui. Tout à l'heure, dans mon intervention précédente, j'ai terminé en parlant d'un travail d'équipe. Vous savez, le processus là, de reconnaissance puis d'accès au marché du travail par l'obtention du permis d'exercice, là, c'est un processus. Et les ordres, maintenant, sont au tout début du processus. Mais ils auront eu beau bonifier leur processus, développer des outils en amont, faire ça le plus rapidement possible. Si la prescription qu'ils donnent à la personne, qui est une prescription de stage ou de formation d'appoint, personne ne la récupère dans le réseau de l'éducation. On est vraiment mal pris, puis c'est un flop. Donc, et c'est encore une des difficultés majeures. On a vu au cours des dernières années des programmes qui avaient été mis en place, même avec le MIFI a aidé beaucoup à faire des développements de programmes ciblés, mais tout est toujours une question de clientèle. Et là-dessus, j'appuie tous les propos d'André. Là-dessus, je ne répéterai pas, là, mais c'est une question de clientèle et il faut que ces organisations-là, tout ce qui est enseignement supérieur, soient conscients de leur rôle et de leur responsabilité aussi sur cet aspect-là. Il faut que les programmes se donnent. Il faut aussi que le marché du travail soit plus ouvert à recevoir des stagiaires. Bon, moi, je suis issue du secteur de la santé, on l'a dit précédemment. Je sais qu'en santé, c'est complexe des fois. Il y a des milieux publics, il y a des milieux privés. Le public participe bien, mais sont déjà très, très occupés par des milieux de formation, de stage, d'étudiants qui sont issus du secteur régulier. Mais le réseau privé n'est pas très enclin à accueillir dans certains milieux des stagiaires, alors qu'ils auraient quand même de la disponibilité puis ont des plateaux techniques intéressants. Il y a tout un travail de coordination à faire. Ça demeure dans notre livre à nous depuis 10 ans, le parent pauvre. Les formations d'appoint qui, des fois, sont disponibles, des fois pas disponibles. On va dire à un candidat, oui, la prochaine s'ouvre dans 1 an. Qu'est-ce qu'il fait pendant cette année-là, cette personne-là? Il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle mange, elle a une famille. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Donc, les seuils pour
ouvrir ou rendre disponible une formation sont beaucoup trop élevés actuellement, puis la personne ne peut pas réussir à se passer tout ça. Parfait. Dans tout ça. Merci. Et puis là, on a le cas aussi des personnes qui sont encore à l'étranger, pour lesquelles elles savent qu'elles vont avoir peut-être des formations d'appoint à faire. Est-ce que, bon, on se doute bien que certaines professions ou métiers ne permettent pas nécessairement à distance, mais pour les professions qui peuvent comme initier une avancée à distance, on sait que la formation est accessible même pour les personnes candidates à l'international, et pour les formations qui seraient possibles d'amorcer alors qu'on est encore dans un processus et encore à l'international, est-ce que certaines de vos organisations ont mis en place des choses pour ça? Madame Malenfant? Bien, nous, on est en coordination avec d'autres réseaux. Oui, il y a des formations d'appoint qui peuvent se faire à distance. Il demeure que l'industrie de la construction demeure le secteur où il y a le taux d'accident de travail. Probablement, je n'ai pas les chiffres, là, puis il y a plein de gens qui se connaissent mieux que moi dans la salle. Probablement dans les plus élevés. Là, je suis à peu près certaine de ne pas me tromper. Fait que la composante de sécurité est quand même assez difficile. Puis il y a des composantes techniques qui font que l'appropriation de ça se fait en pratique sur le terrain, en réel. Fait que, oui, il y a des formations d'appoint qui peuvent se débuter à l'étranger. Ça nécessite une coordination qui est très lourde, effectivement. Là, je suis d'accord avec Mme Boué. Maintenant, on n'a pas le choix d'aller là aussi. On n'a pas le choix de l'offrir parce qu'il faut aussi être sensible. Effectivement, il faut que les gens soient capables de gagner leur vie. Fait que l'intégration rapide, l'efficacité avec laquelle on déploie ça, c'est à ça qu'on se mesure. Mais effectivement, nous, on a quand même besoin de s'assurer, puis nos apprentis doivent faire leur apprentissage sur le chantier. C'est comme ça que l'industrie est construite. Donc, on doit, encore une fois, réconcilier tout ça dans un modèle qu'on est en train de construire. Parfait. Là aussi, Madame Drouin. Je voulais peut-être juste donner 2 exemples de projets qui se font à distance, qui ont été développés. L'Ordre des diététistes a développé une formation asynchrone de 8 heures, qui est l'équivalent de 3 cours universitaires, donc de 90 à 135 heures. 3 cours universitaires qui devaient se prendre auparavant à la carte, à la disponibilité du moment où le cours se donnait, donc pouvait amener à 1 an et demi. Donc, c'est un projet qu'on a financé dans le cadre du parc et qui permet d'aller chercher une des prescriptions qui était le plus souvent prescrite par cet ordre-là. Donc, et le Cégep Édouard-Montpetit, un autre petit exemple pour les techniciens d'entretien d'aéronefs, donc a développé une plateforme web de A à Z qui mène à la certification de Transport Canada. Donc, voilà, ça existe. Ça ne peut pas toujours se faire de manière asynchrone, mais il y a certaines possibilités là, à cet égard. Moi, je trouve ça sympathique. Puis c'est toujours un beau mythe. Là. Le plus de choses qu'on peut faire avant, oui, mais c'est pas tout. Là. Alors, il ne faut pas en faire le seul message d'un communiqué de presse gouvernemental qui annonce quelque chose. Là. Parce que c'est pas sérieux. Là. Ça fait partie du panier. Il faut avoir le souci de voir si on ne pourrait pas. Ça relève de la modalité et d'un idéal. Mais tout ne peut pas se faire. Mais aussi dans la vie de la personne, tout ne peut pas se faire avant. Elle est dans d'autres choses. Elle va penser à bien d'autres choses avant d'aller chercher, j'ai-tu mon code de déontologie bien appris de tel ordre, parce que dans 1 an, ça risque d'être ça qu'on va me demander, ou est-ce que je vais étudier le code du bâtiment tout de suite? Oui, et en même temps, des formules à distance, en amont, tout n'est pas propre à ce genre de modalité d'apprentissage. Alors donc, oui, quand on peut, on le fait, on garde le souci, mais comme je dis, on n'en fait pas la base d'un communiqué de presse pour annoncer quelque chose. Parfait. Madame Boué, vous voulez... Ad hoc, je voulais juste rebondir parce que je salue le projet avec les nutritionnistes diététistes, mais il faut aussi se poser la question, est-ce que c'est aux ordres de compenser pour l'absence de formation qui est offerte par l'enseignement supérieur? Est-ce que c'est leur rôle? Je dis oui. Oui. Parce que, non. On pourrait jaser longtemps là-dessus, oui, puis je parce veux pas que j'ai un autre professionnel qui a fait ça. C'est les vétérinaires. Quand l'école de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe, je ne sais pas, ils avaient l'air bien coincés là, dans leur façon de faire puis d'ouvrir les salles de classe ou je ne sais quoi. Mais l'Ordre des médecins vétérinaires a dit, moi, j'ai des membres, je suis un ordre professionnel, ça va être des formateurs,
et je les accrédite pour être formateur pour certains éléments de formation. Alors, l'ordre professionnel peut faire ça lorsque c'est possible. Il peut le faire. Mais c'est vrai que le milieu de l'éducation a vraiment, vraiment un gros travail à faire parce qu'on a fait un rapport il y a plusieurs années sur l'organisation et le financement de la formation d'appoint. Et une de mes conclusions, un peu à la volée sur le côté, mais qui n'est pas rédigée comme ça dans le rapport, c'est il y en a de l'argent, elle est juste mal accessible parce qu'il il y a des règles d'accès à ce financement-là. Il y a des règles pédagogiques, il y a toutes sortes de patentes là, qui font que ça ne se fait pas. Et dans le système d'éducation, comme c'est quelque chose de latéral, il continue leur petit bonhomme de chemin puis il s'en occupe pas. Là, on attend depuis 1 an une approbation ministérielle pour un programme de formation d'appoint pour les infirmières auxiliaires. Ça fait 1 an, là. Tout est prêt, le milieu était tout... on attend. Alors, je fais une pression publique. Je vais juste compléter, André, si tu me permets mon idée. Il faut se poser la question à la dernière minute si c'est le mandat premier de l'ordre. Il ne faut pas que ce soit la BQI, puis que tous les autres qui n'ont pas les moyens de le faire, puis les capacités de le faire, se sentent obligés de le faire. Tant mieux s'ils peuvent le faire, s'ils ont une subvention, puis que c'est vraiment pas accessible. Mais idéalement, c'est un travail de partenariat et tous les individus, toutes les organisations doivent participer là-dedans. C'est pas le premier mandat de l'ordre. Et vous verrez notre dernier modérateur, plainte qui a montré l'attitude d'un établissement d'enseignement et ce qu'on lui répond sur sa responsabilité sociale à l'égard des personnes immigrantes. Et je l'ai déjà fait comme présidente d'ordre, préparer des formations moi aussi. Fait que je le sais que c'est important. Puis quand on le fait, c'est parce qu'on est rendu à bout de ressources. Puis on a des candidatures on peut rien faire avec eux autres. Là, ça n'a pas de bon sens, mais c'est pas notre mandat premier. Voilà, c'est ça. On en retient qu'il y a encore des choses à faire. Ah, c'est parfait. Donc, on est là pour l'échange. Mais c'est ça. Mais effectivement, tout ça, les formations d'appoint, les stages et autres, là, puis ça, dans l'énoncé du PSTQ, on dit ce nouveau programme vise à sélectionner des personnes ressortissantes étrangères connaissant le français et ayant les compétences requises pour exercer dans un délai raisonnable leur profession au Québec. Alors, c'est la notion de délai raisonnable, c'est à géométrie variable, on dirait. Mais est-ce que, dans cette définition, il y avait, comme je pense, effectivement, une volonté que les personnes accèdent rapidement au marché du travail dans leur domaine de formation, je pense, Mme Drewitt? Oui, absolument, mais on ne voulait pas prescrire un délai précis qui aurait pu exclure d'emblée des gens. L'objectif est qu'ils exercent la profession, dans ce cas-ci réglementée, qu'ils sont en mesure d'exercer. Le délai raisonnable vise à ce qu'ils puissent exercer dès leur arrivée, c'est très raisonnable, mais sinon d'aller acquérir les compétences manquantes. À ce moment-là, ils sont sélectionnés. Lors de la sélection, on juge de ce délai raisonnable-là et on le juge raisonnable à partir du moment où il a obtenu une prescription d'une autorité de réglementation qui dit que c'est reconnu partiellement ou complètement. Donc, c'est un peu l'interprétation qu'on fait du délai raisonnable à partir du moment où il y a le document là, de l'autorité de réglementation. Peut-être aussi pour préciser, pour ne pas faire peur trop, non? Le document de l'autorité de réglementation, il n'est pas exigé pour être invité. Il est exigé si on invite la personne et à ce moment-là, la personne, elle aura quand même un délai plus important que les autres là, qui n'ont pas une profession réglementée pour l'obtenir. Donc, juste pour... en ce moment, on voit que les gens qu'on invite l'ont déjà parce que c'est des gens sur place, mais à terme, quand on retournera à l'international chercher des candidats, il y a cette préoccupation-là qui est prise en compte quand même dans le programme. Parfait. Merci pour la réponse. Est-ce que d'autres personnes voulaient... Moi, je vais vous embêter un petit peu, là. Parce que le délai raisonnable, ça s'apprécie selon la profession. Pour un médecin, le délai raisonnable, c'est parce qu'il y a des effets de système incontournables, incompressibles. Pour d'autres, franchement, là, dans 30 jours, c'est fini. Là. Alors, il faut avoir une connaissance des parcours de chacune des professions, des niveaux de difficulté de chacune des professions, de l'état d'organisation du continuum prescription et réaliser la prescription.
Et je pense que vous avez mis là, avec la notion de délai raisonnable, ce qu'avant, vous cachiez dans votre système de points. Parce qu'avant, on mettait moins de points à une profession qui avait plein de difficultés pour le continuum de prescription, et de stage et tout. On mettait moins de points, comme ça, on ne veut pas faire venir du monde dont on sait qu'ils vont faire face à des difficultés. Moi, j'ai toujours questionné ça. Je dis, un, c'est pas transparent. Deux, il faut travailler sur le problème plutôt que de le factoriser dans notre sélection. Et puis là, je pense qu'on est plus ouvert, plus transparent. Puis aussi, vous êtes plus actif à soutenir des projets qui règlent les problèmes de fluidité puis d'efficacité du processus. C'est pas du tout une jambette que vous me faites là. C'est exactement ce qu'on voulait faire valoir avec le programme. Et s'il y a des délais trop importants, c'est une manière aussi de le voir. De détecter. De le détecter et de pouvoir... Et ça, c'est notre défi à tous. Et on sera plusieurs personnes pour l'améliorer. Parfait. Mais juste le lien, parce que tout à l'heure, on parlait effectivement de la difficulté des fois à accéder à un stage, à un milieu de stage, donc l'ouverture des milieux de stage. Est-ce que si on ouvre des milieux de stage, en même temps, on va amener comme une certaine éducation, je vais le dire comme ça, au milieu d'emploi qui faciliterait que ces personnes-là puissent rapidement faire état de leur reconnaissance? Donc on revient, je pense, je lance ça un peu à la volée, c'était pas dans ce qu'on avait comme annoncé, mais est-ce qu'il y a un lien qu'on peut faire entre ces milieux d'emploi ou milieux d'entreprise qu'on doit ouvrir, surtout dans le secteur privé, pour faciliter le stage Bien, c'est un phénomène de gravité. Hein. Plus il y en aura, plus il y en aura. Oui, alors, et là, l'aisance va s'instaurer. La connaissance. Et puis, connaissance des gens, de leur parcours. Et puis, mais encore là, il faut travailler sur l'ouverture parce que le premier contact de la personne immigrante, c'est pas tellement d'aller à l'emploi même qu'elle va occuper dans ce milieu-là par la suite, mais c'est d'être évaluée par ce milieu-là. Et si ce milieu ne comprend pas ce que vit la personne par sa distance par rapport à la réalité québécoise. C'est pour ça qu'on pousse beaucoup pour des périodes d'acclimatation, d'observation. On pousse beaucoup pour ça. Parce qu'on peut compenser le contexte local en apprenant des choses, mais il faut que les personnes s'approprient aussi le contexte local. Je me souviens des 125 médecins français qui ont passé ici par l'ARM. On leur a passé un questionnaire, on leur a posé la question, bon, le stage de 3 mois là, que vous impose le Collège des médecins. Là. Au début, écoutez, j'aime bien taquiner mes amis français parce que je les aime bien. Comment osez-vous? Nous sommes français. On est prêts comme on est prêts. Là. On est un Français, après tout. On n'aurait pas besoin de... Eh bien, la plupart qui l'ont passé, là, finalement, à travers, on dit « merci ». Au début, j'étais réticent parce que j'avais mon attitude. Mais au fond, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, ils font ça aussi pour les infirmières auxiliaires. Dans le cadre de leur formation, ils les envoient en observation. Ils n'embêtent pas trop le plancher, là, mais ils les envoient en observation. Ils comprennent les relations entre les différents acteurs. Ils comprennent aussi que, pour ce qui est des infirmières, les infirmières ont de l'autonomie ici. Ce n'est pas les servantes du bon Dieu qui a un MD après son nom. Donc, ça va beaucoup mieux par la suite. Donc, travailler la personne à s'acclimater, il y a des différences. Et deux, que le milieu accepte et gère ces différences-là, qu'il y ait moins de jugement de valeur parce qu'on est pressé, puis voyons, tu comprends rien, ils t'ont pas appris ça dans ton pays, c'est quoi cette histoire-là? La survigilance aussi. Il faut éliminer ces facteurs humains-là qui sont, je dirais pas normaux, là, mais qui sont prévisibles. Et il faut travailler là-dessus, puis après, plus il y en aura, moins il y aura de ces difficultés. Parfait. Merci pour cette précision. Et puis, ça a son importance, effectivement. Et puis, toujours dans l'idée de l'accompagnement du public, on l'a vu ce matin, il y a quand même beaucoup de choses qui se font. Qualification Québec, notamment, nous a présenté des éléments très intéressants. Mais est-ce que là, on a donc des gens ils sont déjà sur le territoire québécois, qui font leur processus. On a des gens à l'international. Est-ce que vous sentez une différence entre ces gens qui vous interrogent, qui sont à l'international, qui sont dans leur processus, et ceux qui sont déjà ici, qui ont une habitude de vie, peut-être d'exercer un emploi? Est-ce qu'il y a une différence où, à la finale, les profils et les demandes et les besoins qu'ils ont sont les mêmes? Là, je sens que vous me regardez. En fait, nous, on a accompagné des gens à l'étranger dans le cadre de projets pilotes qu'on a fait avec le MIFI. Fait qu'on notre expérience, je dirais, était encore un peu brève.
on veut d'ailleurs poursuivre là, ces expériences-là. Je vous dirais, l'industrie de la construction est réputée pour être un peu abrasive dans son accueil, puis dans la manière... C'est compliqué comment ça fonctionne. Fait que cette réputation-là, elle se vérifie à la fois des gens qui sont à l'extérieur que des gens qui sont ici puis qu'on accompagne. Fait que je vous dirais, il y a une part de ça qui est la même, mais j'ai envie de faire référence à ce que Maître Gariepi disait un peu plus tôt, c'est que les gens qui sont à l'étranger, qui sont encore à l'étranger, sont dans un autre état d'esprit. Ils n'anticipent pas nécessairement les mêmes choses. Puis, effectivement, le défi, c'est clairement pour les gens qui sont ici, c'est encore une fois ce que vous venez de dire dans votre réponse précédente, c'est quel type d'accueil ils vont recevoir dans leur milieu de travail, qu'est-ce qu'ils vont apprendre, comment ils vont être encadrés, comment ils vont être soutenus, c'est quoi le lien social qu'ils vont développer avec leurs collègues de travail, c'est quoi les référents qu'ils ont qui peuvent leur être utiles, c'est quoi les référents qu'ils n'ont pas. Puis ça, bien, ça se passe souvent dans le milieu de travail, vraiment. Fait que là, nous, c'est pour ça qu'on travaille avec nos partenaires patronaux et syndicaux. Là, la CCQ, c'est un grand comité paritaire, finalement. Fait qu'on travaille avec nos partenaires pour voir comment on peut vous outiller pour bien soutenir cette relation-là pour qu'elle s'installe bien. C'est quoi les bons... Fait qu'on est encore au travail là-dessus, puis on est un peu... on essaie d'y aller en cellule d'innovation. Fait que ça veut dire que des fois, on va se tromper, mais des fois, on va trouver des projets ou des gestes qui vont être porteurs pour la suite. Parfait. Je dois avancer, c'est très intéressant. On pourrait rester longtemps, mais on va avoir le gong bientôt. Mais je veux quand même aller sur la question de francisation qu'on a abordée partiellement tout à l'heure avec Maître Gariepi. Quelles sont concrètement les possibilités qui sont offertes aux gens, mais plus pour le français, le vocabulaire professionnel? Qu'est-ce qui est... Bon, il y a Francisation Québec qui a développé des francisations spécialisées, mais surtout par rapport aux personnes qui sont à l'international, qui peuvent avoir accès à de la francisation. Le volet francisation professionnelle, vous l'avez souligné, Maître Gariepi, est important. Est-ce qu'il y a des outils qui existent là, pour se préparer à exercer Oui, l'OQLF a pondu toutes sortes d'outils là, pour la terminologie, mais moi, je vais vous dire, j'ai appris mon anglais en étudiant l'économie à l'Université de Montréal en plus, parce que tous les textes... Alors, mon anglais est un anglais très technique. En économie, je pouvais soutenir toutes sortes de discussions. Mais de tous les jours, comme on est là et tout, j'étais pourri. Alors, j'ai l'impression qu'il faut les deux pour être bon. Là, hein? Il faut le français conversationnel de tous les jours, mais aussi, non seulement pour l'activer pour soi-même, mais le comprendre chez l'autre. Oui. Surtout en santé, lorsqu'on communique avec un client, il ne nous livre pas des affaires techniques, là. C'est pas un ingénieur qui se parle. Là. On parle d'un citoyen dans la population, et puis il faut être capable de comprendre la dimension conversationnelle. Donc, la maîtrise de la terminologie, c'est bien sympathique, c'est sûr qu'il faut viser ça. C'est le langage approprié pour la profession, mais dans l'exercice, il y a une dimension conversationnelle aussi. Alors, donc, c'est une francisation qui doit être sous deux pôles. Et puis, il faut être très actif là-dessus. Sinon, on génère des échecs. On génère des échecs sur le terrain et un jugement sur ce type de professionnel qui est issu de l'immigration puis qui ne sait pas comment nous parler, diraient certains. Alors, il faut vraiment travailler là-dessus. Notre enjeu au Québec, là, puis je regrette qu'Amélie soit à côté de moi aujourd'hui, mais si j'avais le ministre devant moi, je lui dirais, là, t'arrêtes de niaiser, puis tu fonces dans la francisation. C'est le ciment de tout. Moi, j'ai toutes les briques. On surveille nos bricoleurs, mais le ciment, c'est toi qui l'apportes avec la francisation. Alors, on travaille ensemble. Hein, je vais m'occuper des bricoleurs. La transition est bonne. Mais en fait, je sens que Mme Bouy veut parler aussi, mais je voudrais juste dire... Moi, la francisation, là, c'est un peu... Je vais faire un mauvais jeu de mots, là, mais c'est un peu là qu'un organisme comme la CCQ perd son latin un peu. Parce que la maîtrise du français, là, c'est indissociable à la sécurité sur un chantier de construction, puis c'est indissociable de la qualité de l'ouvrage bâti. Fait que, tu sais, la maîtrise du français, c'est un élément qui est non négociable, puis qui est requis, mais c'est là que nous, bon, on va travailler avec les partenaires, les organismes de francisation, on va travailler avec les ministères, avec tout le monde, mais c'est un peu là que nous, à la fin de la journée, là, on est bien limité sur ce qu'on peut faire avec un candidat qui ne maîtrise pas bien le français conversationnel, puis qui ne maîtrise pas non plus les codes de son métier, puis le langage technique de son métier.
moi aussi, là, j'ai envie de faire l'appel. C'est là où vraiment l'État a, à mon avis, un rôle à jouer de mettre à la disposition des candidats à l'immigration ou des personnes qui sont arrivées ici des moyens réels, efficaces, rapides, puis aussi disponibles dans quelque chose qui convient à la vie des gens. Là. Souvent, les gens, ils vont arriver avec leur famille. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux dire, ils ont besoin de vivre, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de payer un logement, puis ils ont besoin de parler français. C'est ça la clé au départ. Puis pour l'industrie de la construction, là, c'est très réel et sensible comme enjeu. Là. Merci. Madame Boué, est-ce que vous... Bon, rapidement, c'est un des. On parlait tout à l'heure des éléments qui peuvent être préparés à l'avance, en amont de l'arrivée. C'en est un élément, ça, sur lequel le gouvernement devrait travailler, là, toutes nos organisations, pour préparer le candidat à l'importance de cette situation-là auquel il va être confronté. Là. Ça, je pense, c'en est un sujet sur lequel on devrait travailler bien avant. Par rapport à ça, là, est-ce que du coup, les organismes de réglementation, vous avez des liens avec Francisation Québec? Est-ce que vous êtes en capacité de leur dire, voilà, ce serait quoi les contenus qu'on aimerait comme présenter ou faire connaître? Est-ce que vous avez des liens présentement avec Francisation Québec? Je dirais que nous, on est plus avec l'OQLF Okay. à cause de l'examen. Donc, Oui, l'examen, il y a tout le oui. processus. Là, donc, l'OQLF est régulièrement présent au sein de notre forum de l'admission pour répondre à des questions, des tendances, préciser, répondre aussi à des enjeux, des difficultés particulières qui ont été soulevées. Mais non, OK. je n'irai pas sur le reste. Donc à suivre. Oui, à suivre. Je dirais oui et non, mais en même temps, je dirais qu'une organisation comme la CCQ, on a une énorme pression du gouvernement qui vient de... le gouvernement a de grandes aspirations à construire, à bâtir, à maintenir les infrastructures. Fait qu'il y a une pression très, très forte sur l'industrie de la construction d'avoir de la main-d'œuvre en quantité suffisante, mais aussi avec les compétences à niveau, puis maintenir le niveau de compétences. Fait que moi, je vous dirais, un organisme comme la CCQ, nous, on a envie de se servir de ce levier-là pour dire, bien, nous, ça devient un peu une condition, c'est-à-dire que, oui, on va s'adapter, on va aller chercher, on va aider, on va soutenir l'État à aller chercher de la main-d'œuvre qualifiée pour travailler dans l'industrie de la construction, mais la condition qu'il faut qu'on mette dans la balance, c'est, écoutez, il faudra trouver des programmes de francisation. Fait que je regarde Isabelle, là, qui travaille à mon équipe, qui me disait, je faisais signe, on travaille-tu avec les organismes de francisation? Elle me disait, Fait que moi, j'ai envie de dire, il faut mettre ça, nous, comme une condition dans la base. C'est une condition de réussite, non seulement pour des parcours d'intégration réussis, mais ça devient une condition de réussite pour remplir le carnet de commandes là, d'infrastructures présentement. Merci. Alors, c'est dommage parce que là, Amélie, il va falloir qu'elle rencontre son collègue de Francisation Québec pour lui dire hey, là, j'ai pris de la chaleur pour toi. Déguédine, comme dirait ma grand-mère. Mais par ailleurs, vous savez, on parle beaucoup de l'apprentissage du français et tout, là. Et on était très, très, très auto-flagellant. On s'excuse même de le demander. On se fait accuser de n'importe quoi dans les journaux de Toronto. Laissez-moi vous dire, dans le reste du Canada, dans plusieurs provinces canadiennes et plusieurs professions, il faut savoir l'anglais, tout simplement. Oui. Et il faut savoir l'anglais au départ. On ne vous donne pas un 4 ans pour l'apprendre, pour avoir finalement votre permis de manière régulière, comme on fait depuis 50 ans au Québec. On est beaucoup plus flexible, puis on tient beaucoup plus compte de la situation de la personne. Dans le reste du Canada, tu l'as, c'est beau. Si tu ne l'as pas, on te coupe la tête tout de suite à l'entrée, tu n'as pas ton permis, puis il n'y a pas de période de grâce, il n'y a rien. Alors, faites attention au discours qu'on lance de la boue. Et comme j'ai dit en commission parlementaire, nous, on a le défaut d'avoir une charte adopté par un gouvernement qui était plutôt nationaliste à l'époque, alors que les exigences pour les professions réglementées existent depuis 50 ans, adoptées par un gouvernement libéral fédéraliste à l'époque, au début des années 70. Et nous, que voulez-vous, notre loi, elle est visible. Dans le reste du Canada, c'est enfoui dans des pratiques et de la réglementation des professions. Mon homologue au Manitoba, commissaire au Manitoba, s'est battu pendant des années contre l'Ordre des infirmières du Manitoba qui demandait un niveau d'anglais au plafond, qui n'était pas justifié par rapport à la pratique. Elle s'est battue pendant des années. C'est de la discrimination, surtout quand tu n'offres pas une période de grâce ou des moyens. Ça devient quelque chose de très discriminant. Même dans la mobilité interprovinciale canadienne, on parle beaucoup là, de ça là, avec le gouvernement fédéral, là, parce qu'on a peur de Trump. Bon, alors, quelqu'un du Québec qui est unilingue francophone va aller dans une province canadienne. Ben non, c'est pas l'anglais. Dès le début,
Tu ne commenceras pas à exercer ta profession. Nous, on a cette flexibilité, on a cette humanité, et ça depuis 50 ans. Alors, c'est souvent peu dit, mais c'est ça. Et on n'a pas à s'excuser de ça. On est une société francophone qui mérite, en tout cas, de s'épanouir dans cette langue qui est la langue de la globalité, la majorité de cette société-là. Alors, faites attention au discours trop facile de dire « Ah, ben voilà ». Non, c'est une exigence normale. Elle est pire. Elle est appliquée d'une façon plus rude, plus dure, plus inhumaine dans le reste du Canada. Et ça, c'est pas su. Mais là, vous le savez. Merci, maître. Je vais avancer. C'est ça. En fait, on a parlé beaucoup de partenariats. On voit que beaucoup d'organisations se parlent, vont continuer à se parler d'ailleurs. Mais est-ce qu'il existe un système pour cet écosystème, un mode de concertation? Est-ce qu'il y a une organisation? Est-ce que c'est structuré? Est-ce que ça se structure? Madame Boué, je vais m'adresser à vous. Bien, pour les professions réglementées, là, pour le secteur que je représente, il y a le pôle de coordination qui est inscrit au Code des professions, qui est la loi cadre du système professionnel, qui a eu, malheureusement, au fil des années, qui est sous la responsabilité de l'Office des professions, qui a été plus ou moins fonctionnel au cours des dernières années, qui reprend ces travaux-là avec une nouvelle vision, d'être davantage concret, axé vers l'action, puis qui regroupe, ce pôle-là regroupe évidemment l'Office, le Conseil ONIE, mais tout aussi les autres organisations ministérielles qui gravitent de près ou de loin, bien sûr le MIFI, mais le ministère du Travail, la Santé, l'Enseignement supérieur, l'Éducation, le BCI, la Fédération des cégeps sont présents aussi. Puis l'idée, c'est de identifier les enjeux. Donc, par exemple, les fameuses places de stage, là, je souhaite qu'au cours de la prochaine année, il y ait une discussion sérieuse au pôle de coordination pour vraiment trouver des voies de passage et des solutions à ce problème-là, les formations d'appoint avec les universités puis les maisons d'enseignement collégial également. Donc oui, nous, on a cette organisation-là, puis là, on veut lui donner comme un souffle plus intéressant, là. Okay. Moi, donc, ça m'encourage. Parfait. Je suis encouragée par ça. Ce matin, ça va vous donner encore plus d'arguments. Oui, exact. Et donc, ça s'appelle le forum? Non, le pôle de coordination. Le pôle de coordination. Oui. Donc, et qui est-ce qui pilote ce pôle? C'est l'Office des professions. D'accord. C'est sous la responsabilité de l'Office. Donc, des travaux et des actions à venir, surtout. Oui, tout à fait. Dans un autre point, parce qu'il faudrait qu'on laisse un peu de temps pour les questions de la salle et de personnes qui sont en ligne. Là, on va parler des enjeux et des défis, qui est un peu le titre qu'on avait. On va effectivement peut-être avoir des éléments qu'on a déjà eus ce matin, mais pour vous, là, dans vos organisations, vos rôles respectifs, quels sont les enjeux et défis qu'on a présentement en 2026 pour l'admission aux professions? Je vais faire le modérateur, maître. Oui, pas de problème. Écoutez, c'est ce que je dis depuis plusieurs années sur plein de tribunes. Premièrement, on exige des choses pour l'exercice d'une profession. Il faut savoir pourquoi on l'exige. Est-ce toujours la bonne chose? Et est-ce que c'est la bonne modalité de cette exigence de compétence? Est-ce qu'on le prend par la bonne modalité? Est-ce que c'est un cours? Est-ce que c'est un examen? Est-ce que c'est un ci, un ça, un stage? Alors, il faut remettre en question quelquefois nos exigences. Si ce n'est pas sur le fond, c'est au moins dans la modalité. Alors, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, quand ces exigences, à la fois sur le fond et la modalité, sont validées, est-ce qu'on l'applique dans nos méthodes d'évaluation de dossier? Est-ce qu'on l'applique d'une bonne façon? Est-ce qu'on a les bons moyens, la bonne méthodologie pour reconnaître ce que la personne a ou n'a pas? Maintenant, dans ce qu'on prescrit, est-ce qu'on prescrit correctement? Si c'est des notions, des connaissances un peu théoriques, pourquoi balancer la personne, comme faisait l'Ordre des ingénieurs pendant plusieurs années, va faire 1 an d'expérience au Canada, dans l'expérience d'ici. Mais là, qu'est-ce qu'on apprend là, pendant cette année-là? On m'a dit, c'est ça. Bien, ça peut se prendre dans un cours. Alors, tu réduis ton année, puis finalement, il n'y en a plus d'année. Ils l'ont enlevé du règlement parce qu'ils se sont rendus compte que nos exigences, selon la nature de ce qui manquera chez la personne, si c'est des notions comme apprendre le code du bâtiment,
va suivre un cours, puis voilà, ça va être mieux organisé, plus organique, moins lourd pour la personne, et ça va réduire le temps du processus. Donc, bien prescrire la bonne modalité pour la lacune en question. Maintenant, l'accès aux ressources pour faire ce qu'on nous demande de faire, formation, stage et tout. Puis après, il reste l'intégration en emploi. Et je me souviens souvent des gens d'affaires qui disent « Ah, la faute des ordres professionnels. » Hey, si tu nous dis à ce point sélectif, pourquoi tu ne les embauches pas lorsque je leur donne un permis, finalement? Voilà. Alors là, des gens des chambres de commerce m'ont dit, sais-tu, tu as raison, je vais brasser mes gens. Fait que voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Madame Drouitt. Ben, vous en avez dit beaucoup. C'est l'avantage. Voilà. Je me suis pratiqué souvent. Mais je partage oui, il y a encore un défi parce qu'il y a beaucoup d'acteurs pour la solution. C'est pas une solution qu'un seul acteur peut amener dans la reconnaissance des compétences. Le nœud, le cœur du problème va demeurer que les organisations qui peuvent trouver la solution travaillent et continuent de travailler ensemble. On est très contents et on a hâte de voir ce que pourra donner le pôle de coordination, mais le nerf de la guerre, c'est vraiment souvent que les gens se parlent et trouvent ensemble. Les gens, je parle des organisations, c'est eux qui peuvent ensemble trouver les voies de passage. Donc, je pense qu'il y a encore ça s'est amélioré, mais il y a des défis. Et pour nous, MIFI, à court terme, on va être attentif et on le sait que c'est un nouveau programme, mais qu'on va devoir être attentif aux ajustements qu'on pourrait avoir à y apporter. Donc ça, c'est notre mandat. Parfait. Je vais poursuivre avec Mme Malenfant. La complexité de travailler dans un régime réglementé, c'est clairement un grand défi pour la Commission. Les règlements de la construction sont basés sur une protection de l'emploi. C'est ça qui est la trame narrative derrière nos règlements. Fait que c'est souvent des grands paradoxes qui sont à réconcilier. La diversité croissante aussi des profils de gens qu'on reçoit avec des formations différentes. Comme je vous répète, je vous ai dit tantôt, on a 25 métiers réglementés. Fait que c'est une diversité importante. Puis pour nous, c'est quand même lourd à soutenir. Fait que ça pose beaucoup de défis. Fait que nous, c'est très à l'interne, là, mais c'est des défis organisationnels de continuer d'investir dans la transformation numérique, de se donner des processus d'affaires qui sont efficaces, de maintenir nos ressources spécialisées aussi qui développent une connaissance. Là, c'est un des problèmes qu'on a, c'est qu'on se les fait voler là, parce que tout le monde cherche le même type de ressources. Fait qu'évidemment, on veut les garder. Fait que les avancées continuent de se faire, mais il faut continuer d'être très attentif. C'est pas quelque chose qu'on sait qu'on va régler rapidement puis qu'on va passer à autre chose. Là. On sait que c'est quelque chose qui va nous garder occupés là, encore un bon moment. Madame Boué. Oui, je ne répéterai pas. Donc, j'appuie Amélie là, sur les propos là, des défis collectifs là, qu'il faut qu'on règle ensemble et en collaboration. Au sein des ordres, vous savez, les ordres professionnels ont amélioré beaucoup leurs délais, leur processus, mais ils demeurent dépendants de leur fondement parce que la reconnaissance des équivalences de diplôme ou de formation se fait à partir d'un règlement. Donc, puis il y a un règlement qui aurait besoin d'amour. J'en discutais tout à l'heure avec mon collègue André. Beaucoup d'amour. Il y en a ça fait presque 30 ans qui n'ont pas été révisés, ces règlements-là, malheureusement. Puis, donc, je pense qu'ils ont besoin. Donc, je vous donne un exemple là, de frein. Là. Il y a encore des ordres qui ont des règlements où tous les dossiers doivent être validés par le conseil d'administration de l'ordre, donc au lieu du comité d'admission qui, lui, a fait l'analyse. Donc, il y a des choses qui sont encore un peu anciennes à l'intérieur de ça. Ça, c'est un défi. Je pense qu'on pourra s'y attaquer en travail d'équipe au sein du système professionnel. L'enjeu des ordres qui est en hausse, c'est le plagiat puis l'IA. Donc, pour la qualité des dossiers qui sont présentés. Ça, c'est un dossier pour lequel il n'y a pas encore beaucoup d'armes de développer ou d'outils de développer, mais c'est un enjeu collectif qu'on va devoir aborder. C'est facile de s'inventer une vie avec de l'IA. C'est facile de s'inventer des pièces justificatives. Donc, ça devient un enjeu qui va progresser. Et malheureusement, il va falloir développer collectivement des outils qui vont nous aider à discerner ça, à soulever ces éléments-là. Je pense que ce sont les deux grands éléments. Puis tous ces nouveaux défis-là, n'oublions pas que ça met une pression
sur les finances d'un ordre, puis on a des petites organisations qui ont déjà peu de moyens. Donc, il faut que les plus grands collaborent à partager des expertises, là. Parfait, merci. Donc, écoutez, je vais aller de l'avant parce que là, on va laisser la parole aux gens qui vont avoir des questions peut-être à poser donc, dans la salle ou en ligne. Est-ce qu'il y aurait des questions? Oui, Marco. Bon, je suis vraiment content de vous entendre. Est-ce que ça fonctionne? On t'entend, Marco. Oui, ça va bien. Je vois que les choses évoluent. C'est bon. Il y a 16 ans, André, quand on s'était rencontrés, moi, quelque chose qui me boguait, là, c'était la question qu'il faut que les personnes fassent une plainte pour pouvoir, justement, aborder les ordres professionnels et leur faire part des modifications qu'ils pourraient apporter. Mais là, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a d'autres possibilités maintenant. Et les conseillers, parce que moi, une plainte, là, j'ai accompagné des personnes, puis j'ai voulu qu'il... Il y en a plusieurs que j'aurais aimé ça, qu'ils puissent faire une plainte, mais ils ne voulaient pas. Prenez par exemple quelqu'un là, qui a été refusé à titre de professionnel, mais qui est accepté à titre de technicien. Là, se dit, mais là, si je fais une plainte, là, peut-être qu'ils ne m'accepteront plus comme technicien, parce que là, hein... Donc, c'est ça. J'ai une personne en 16 ans qui a fait une plainte, puis elle a été très bien accompagnée et elle était très satisfaite. Mais c'est ça. Est-ce que nous, les conseillers en emploi, tout intervenant qui travaille avec les personnes immigrantes, on aurait la possibilité justement de faire savoir tout ce qu'on constate pour pouvoir justement aider à améliorer la situation au niveau des zones professionnelles pour les personnes immigrantes? Bien, c'est fantastique. Puis il faudrait parler à la hiérarchie parce que j'avais, il y a une dizaine d'années, lancé quelques visites pour les centres locaux d'emploi et tout, parce que vous êtes des répercuteurs pour détecter des choses ou guider les gens. Vous n'êtes pas juste à votre cartable de programme puis qu'est-ce qui convient à la personne, là. Mais à un moment donné, il y a un directeur général régional qui a dit « Hey, tu ne vas pas te promener comme ça dans mon réseau. » Alors, beau talent, comme diraient des Beaucerons. Alors, là, je dis, c'est correct, je vais t'avoir d'une autre façon, mais donc, je diffuse nos choses. Mais je voudrais dire qu'il n'y a pas que les plaintes qui font bouger les choses, parce qu'effectivement, les gens ne se plaignent pas, les gens n'ont pas cette habitude, n'ont pas cette culture, ils ont peur. Puis on en a vu des candidats qui voulaient se plaindre, ah, ben là, je ne veux pas nuire à mon dossier, puis... Bon, écoutez, c'est une réalité. Alors, quand on dit qu'il n'y a pas beaucoup de plaintes chez le commissaire, donc ça va bien, ça, c'est une fausseté. En passant, là, il ne faut pas dire ça. J'ai déjà entendu ça d'un certain organisme en 2016, mais c'est pas la réalité. Mais le commissaire a une capacité d'initiative. Nous faisons des vérifications. Parce qu'on sait, on connaît le système, on sait où sont les petits nerfs fragiles. Alors, on pose des questions sans même avoir un cas individuel. Et souvent, ça fait qu'on enseigne à l'ensemble des ordres professionnels la zone sensible, le comportement attendu et des choses qu'il faudrait éviter. Alors, je pense que c'est ce qu'on fait beaucoup. Et là, ce que je note depuis quelques années, les ordres professionnels s'étant apprivoisés à avoir un surveillant souriant et sympathique quand même, à qui on peut parler. Ils nous appellent quand ils sont dans le trouble. C'est ça. Et encore vendredi, je parlais à un homme professionnel. Ils m'ont présenté 2 dossiers. Et là, je suis dans le chenoute, comme il m'a dit. Il dit là, je suis tenté de faire ça, mais je ne me sens pas bien à faire ça. On a trouvé une voie de passage pour dire, regarde, ça, c'est dans l'ordre du raisonnable, puis je comprends ta complexité et tout et tout. Alors, au lieu de résister, là, ils vous appellent à l'avance, là, avant de se mettre dans le trouble. Ils ont un problème avec leur examen. Ils ne veulent certainement pas avoir un même rapport qu'avec les infirmières. Alors, ils m'appellent, j'ai eu un incident dans mon examen. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, écoute, si tu t'en occupes bien, tu n'auras pas de trouble. Tu expliques tes choses, puis voilà. Donc, oui, il y a une nouvelle mentalité dont on s'en parle plus ouvertement des problématiques du système.
Et moi, je fais maintenant des presque formations dans des ordres professionnels à tout leur comité d'équivalence d'admission et même des dirigeants pour s'assurer qu'ils comprennent bien, la mécanique juridique, deux, aussi, dans l'espace qui leur est laissé d'appréciation des choses, un guide d'exercice de leur pouvoir discrétionnaire ou d'appréciation, avec certaines attentes, avec des références aux bonnes pratiques et tout et tout. Et ça aide beaucoup. Je compléterais, si tu me permets. Je pense qu'il faut... Le processus de plainte, là, c'est pas constructif. C'est négatif, c'est désagréable pour tout le monde. Donc, on est beaucoup plus au sein du système professionnel dans une approche collaborative. André est invité régulièrement à notre forum de l'admission. Vous savez, dans tout ce monde-là, au sein des 46 ordres, le monde tourne aussi. Hein, la chaise musicale, des fois, ça va vite. Donc, pour nous, on a toujours cette préoccupation-là que les derniers arrivés puissent faire le même travail que les gens précédemment. Donc, le forum d'admission, c'est vraiment toute une équipe qui échange leurs pratiques, qui échange leur façon de faire. Et André est beaucoup plus vu comme un collaborateur dans ce principe-là et connaissant tous les enjeux sensibles, donc peut aider les gens. Donc l'idée, là, on veut faire le meilleur travail possible, équitable, le plus vite possible pour ces personnes-là. Puis je pense qu'on a tout avantage à travailler ensemble et non y aller par plainte là, qui prend des années. Puis qui Mais je reste un surveillant. Oui, oui, tout à fait. Au cas Oui, où. oui. Puis, mais toute la tendance que tu as pris au cours des dernières années, Ouais. puis ça, je tiens à le souligner, sur le développement de dossiers qui peuvent aider les ordres à mûrir leur réflexion, améliorer leur processus. Pardon. Je pense que c'est simple. Bien sûr, le commissaire demeure le commissaire, là, puis il a son droit de regard, mais c'est pas la première étape là, de travail qu'on privilégie. Là. Merci, Mme Boué. Wadi? Oui, bonjour. Wadi Karam du CCPI. Ben, les ordres professionnels, oui, c'est des grandes bonnes intentions, une belle vitrine, mais dans la pratique, malheureusement, et ce sont des observations, mes propres observations, mais dans la pratique, malheureusement, c'est du protectionnisme, on peut dire, institutionnel et corporatif. Malheureusement, dans les résultats, on est jugé par nos résultats. Pourquoi je dis ça? Parce que le parcours pour être médecin, par exemple, même dans la grande pénurie des médecins de famille, je peux devenir ministre avant que je puisse devenir médecin de famille. Et c'est la base de la médecine, on peut dire, au Québec et dans le monde. Puis on sait tous que l'enseignement est mondialisé, les cultures, les sciences, les technologies, les avancées médicales. L'Université de La Havane, c'est un champion mondial en médecine, en biologie, en biopharmacologie, etc. L'Université de Tunis, l'Université de Accra, que vous venez de partout, de l'Europe de l'Est ou de l'Ouest ou de partout dans le monde, c'est des gens formés, des grands chirurgiens, des grands médecins, mais malheureusement, ils ne sont pas vus dans leur habits curriculaires, formationnels et expérientiels. Ils sont vus comme des étrangers ayant un diplôme étranger. Mais au fond, on sait tous que la valeur de leur diplôme et de leur expérience, c'est quand même connu mondialement. Malheureusement. Donc, ce qui fait que ces gens deviennent, je ne parle pas juste de la médecine, je parle aussi du domaine de la construction. Aussi, je peux devenir ministre avant de devenir électricien de construction. Pour devenir électricien de construction, il faut des miracles au Québec. Donc, on parle du français, oui, le français, mais il y a des francophones, uniquement francophones, qui n'y arrivent pas. Et qu'il y a des gens qui viennent de pays semi-francophones officiellement, et leur langue bimaternelle, elle est le français, et ils n'arrivent pas. Donc, le français, oui, mais s'il vous plaît, parlons côté compétentiel et formationnel. Donc, les autres domaines, les infirmières auxiliaires, les vétérinaires, il y a d'autres qui ont ouvert grand leurs portes, comme l'ordre des ingénieurs et d'autres ordres qui sont très très bien
doté d'une bonne politique inclusive, opérationnelle et avec des résultats, pas juste des annonces au niveau d'une annonce publique. Donc malheureusement, il y a beaucoup de gens, encore et encore, qui sont invisibilisés par cette attitude de protectionnisme et d'évaluation de la valeur professionnelle. Et c'est malheureux parce qu'au Québec, on perd 7 milliards par année, pas au Québec, excusez-moi, au Canada, et ce sont pas mes chiffres, 7 milliards pour la non-évaluation des personnes immigrantes dans leur valeur économique et dans leur valeur d'apport au pays. Donc, c'est des gens invisibilisés par la force. Donc, que pouvons-nous faire? Merci. Merci Wadi pour le témoignage. Je reconnais et salue mon vieux comparse de route sur ces questions-là. Le problème avec l'exemple des médecins, c'est que c'est le pire exemple et le mauvais exemple pour décrire l'ensemble du système professionnel. Pourquoi? Parce que c'est la seule profession où l'offre et la demande est décrétée par le gouvernement. Oui. Voilà. Et c'est aussi et on le voit récemment, là, parce qu'il y a eu une autre ronde de jumelage dans les places en résidence. On voit le rapport de la Commission des droits de la personne il y a 16 ans sur les pratiques discriminatoires des facultés de médecine. Le Collège des médecins a joué son rôle pour la plupart du temps, mais arrivent des blocages du système de santé, mais aussi des blocages des facultés de médecine. Et là, il va falloir mettre son nez un petit peu plus là-dedans pour donner une suite au rapport d'il y a 16 ans de la Commission des droits de la personne, pour lesquels il n'y a pas eu de suite vraiment crédible. Il y a eu des affaires en apparence. On endort quelques ministres avec quelques discours à chaque fois qu'ils posent des questions après avoir été nommés. Mais finalement, ça n'avance pas. Alors, je ne veux pas m'avancer trop, mais il y a quelqu'un qui met son nez là-dedans ces temps-ci. Et j'ai presque envie de signer la déclaration que je viens de faire. Alors, donc, les médecins, c'est le pire exemple. Et ce n'est pas indicatif de ce qui se passe dans le reste du système professionnel. Mais il est vrai qu'à chaque norme, et c'est pour ça que je dis, est-ce que les normes sont toujours bonnes ou utiles ou pertinentes pour la protection du public? Et la modalité, comme on disait pour les ingénieurs, ils demandaient 1 an d'expérience canadienne. Tu avais fait 15 ans, 20 ans dans ton pays, on s'en fout. Même si c'était des projets canadiens dans ton pays en plus. Parce que souvent, on exportait nos ingénieurs et nos projets là-bas. Alors, là, ça s'est enlevé. Là. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, c'est devenu une discrimination, ça, carrément. Parce que c'était pas pertinent. La proportionnalité entre ce qu'on souhaitait qu'ils aient et qu'ils démontrent n'était pas là avec l'imposition d'1 année à travailler comme un junior alors que tu es un senior et travailler à côté des étudiants fraîchement émoulus de l'école polytechnique. Ça n'avait aucun bon sens. On a changé des choses. Mais il est vrai qu'à chaque norme risque d'y avoir un effet protectionniste. Et c'est pour ça que moi, je commence en disant, revoyons nos normes et leurs modalités, parce que des fois, c'est dans la modalité qu'on devient restrictif. Et donc, là-dessus, on y travaille. Et puis, c'est bien de nous rappeler ces choses-là parce que c'est notre pain et notre beurre à tous les jours. Et quand on fait fonctionner et évoluer un système, ça prend quand même un peu de temps. Il y a quand même 56 professions réglementées par le Code des professions. Et puis, mais on y travaille, une après l'autre, elles vont y passer. Et puis, mais de toute façon, il y a une volonté aussi de revoir des choses. Et ce que la présidente du CQ disait tout à l'heure, de revoir la réglementation. Moi, en 2013, j'envoyais une lettre à la présidence du CQ à l'époque, et à la présidence de l'Office pour dire les règlements d'équivalence, c'est un embêtement. Et ça embête l'ordre professionnel pour faire son travail et ça embête la vraie démonstration des compétences de la personne. Il faut passer vers une approche par compétence, avec des outils peut-être plus complexes, mais qui vont être plus transparents et plus équitables. Merci beaucoup. Donc, on a dépassé, mais je le savais. Ben oui. En tout cas, c'était très intéressant. Mais en fait, c'est ça. Je pense que cette idée d'échanger, transmission de savoir, c'est aussi peut-être le mot entre les instances. La concertation, mais nous, au CCPI, c'est un peu notre quotidien. La concertation, l'avantage d'avoir une concertation aussi bien avec des milieux représentants des employeurs, représentants des travailleuses, travailleurs, représentants des organismes spécialisés en employabilité,
société, les organismes de la société aussi civile comme le CRHA. Donc c'est aussi ça la composante et c'est pour ça qu'on avait comme le besoin de vous écouter aussi pour nous mettre à jour. Mais Jérôme, sur la coordination, moi, j'en ai soupé parce que j'ai fait mon historique de la chose. Sur les 30 dernières années, il y a une trentaine de tables à différents niveaux. Et puis, à chaque fois, les bonnes personnes n'étaient pas là parce qu'elles n'étaient pas en bonne connaissance du dossier ou qu'elles n'avaient pas le moyen, le pouvoir d'engager leur organisation ou d'aller chercher l'information dans leur organisation pour faire bouger les choses. Alors, moi, les grandes tables, là, où tu as un peu comme un conclave, il y a juste des cardinaux, là. Merci. c'est pas efficace. Les directeurs généraux, les sous-ministres adjoints, tout. Il faut être capable aussi d'avoir une autre modalité. C'est ce que j'ai recommandé au pôle de coordination. Oui, faites à grande table là, avec les grands de ce monde, là, OK, qui se voient tous les 6 mois. Mais l'agilité de... Il y a un problème. Qui est le joueur? Je l'appelle. Et l'autre, oui, merci de m'avoir appelé, je te connais, puis oui, je me sens interpellé par le problème. Pour mieux cibler le problème, puis 2, apporter des solutions. Et c'est ça, le rôle de la coordination. Ça ne demande pas des grandes messes. Je vais être laïque, là, mais quand même, l'expression est là. Ça ne demande pas des grandes messes là, avec tout le monde en robe et en barrette et tout. Là. Et il faut le bon monde au bon moment. On s'appelle, on règle ça en 2 heures. Moi, je me souviens d'un moment donné, il y avait un dossier, il y a quelqu'un au gouvernement qui me dit « On va se faire un comité, je te fais un ordre du jour et puis un mandat. » Non. Demain, on se rencontre, en 2 heures, c'est réglé. Merci. La bureaucratie, j'en ai soupé là-dedans parce que ça ne fait que perdre du temps. Donc, oui, les grandes messes pour dire qu'on est beau, puis qu'on est fin, puis on valide des rapports, puis on envoie ça au ministre. Mais dans l'action de tous les jours, là, il arrive un problème avec la formation d'appoint de technologistes médicaux au cégep de Rosemont, comme ça a déjà arrivé il y a quelques années. Faites une coupe de téléphone, ça s'est réglé. Bien, il faut avoir cette agilité-là. Et c'est ce que je recommandais à l'Office des professions. Et d'ailleurs, dans le plan d'action du pôle, il y a la mention de modalité. Pas juste de table de, mais modalité de coordination. Merci, ce sera le mot de la fin, parce qu'il en faut un. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence et puis de votre participation. Merci de l'invitation. Je pense qu'on a comme, permis aux gens là, d'avoir de la bonne information actualisée. Donc je vais vous remercier, je vous invite à regagner votre place.